Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Dimanche en politique en Bourgogne et sur notre page Facebook. L'élection présidentielle se rapproche à grands pas. Il ne reste que 3 semaines avant le premier tour. Nous vous proposons un dernier débat avec nos 5 invités. Damien Quentin, bonjour, conseiller régional Front National, soutien de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Jean-Yves Collet, député PS de Lyon, soutien d'Emmanuel Macron. Merci. Bonjour, Patricia Marc pour la France Insoumise, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour, Claire Rocher, porte-parole de Lutte ouvrière et soutien de Nathalie Arthaud. Et Charles-Henri Gallois, en charge des questions économiques à l'UPR, l'Union populaire républicaine, soutien de François Asselineau. Je précise que nous avions lancé une invitation à l'équipe de campagne de Jean Lassalle, mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Alors jamais une campagne n'aura été aussi chaotique. Cette semaine encore, on aura vu entre autres la mise en examen de Pénélope Fillon, après celle de son mari, des révélations du Monde qui accable Marine Le Pen sur le financement de son parti, Manuel Valls qui rompt avec son engagement de soutenir le vainqueur de la primaire et qui annonce son soutien à Emmanuel Macron, une percée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, une remise en cause du dernier débat sur France 2, etc., etc. Jean-Yves Collet, la première question sera pour vous. Emmanuel Macron a rendu visite à Christian Estrosi hier, le patron donc des Républicains de PACA. Les sympathisants PS sont complètement déboussolés en ce moment. Est-ce que, du coup, vous êtes toujours, vous, socialiste, malgré votre engagement derrière Emmanuel Macron? Écoutez, je suis avec mes convictions, je les apporte pour les conjuguer avec celles d'autres dans un projet qui me paraît novateur et intéressant pour mon pays. Je trouve un peu extraordinaire, d'ailleurs, qu'une visite, une rencontre dont le contenu, d'ailleurs, n'intéresse absolument pas les commentateurs, face au temps de tohu-bohu. Moi, je ne connais pas une famille, une équipe, une entreprise où des gens qui ne sont pas d'accord entre eux ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Donc voilà, il a rencontré Christian Estrosi, oui. Et vous êtes toujours socialiste? Contrairement à M. Patria, mes convictions n'ont pas changé. La solidarité est nécessaire à l'émancipation de chacun. Et vous avez les mêmes idées que votre ancien adversaire, M. Lemoine, dans votre département, le sénateur Lemoine? Je n'ai pas les mêmes idées que M. Lemoine Macron sur tout. Mais si le projet que porte Emmanuel Macron rassemble des gens qui viennent d'horizons différentes, et si nous sommes d'accord pour le mettre en œuvre, nous agirons de concert. Alors, Damien Quentin, Le Monde publié jeudi des documents qui tendent à prouver l'existence d'emplois fictifs au Parlement européen pour contribuer au financement du FN. Est-ce que ça vous laisse de marbre, toutes ces révélations? On a bien compris que le système tremble à l'approche des élections et veut tout faire pour discréditer Marine Le Pen, qui est en tête dans quasiment tous les sondages, avec les soi-disant emplois fictifs au Parlement européen. Le Monde a aussi révélé des mails, mais des mails qui ne prouvent rien. Il n'y a aucun contenu. Et on voit aujourd'hui que, notamment en France Télévisions, Mme Ernotte fait campagne contre Marine Le Pen avec des envoyés spéciaux, un téléfilm contre le Front National. On révèle des mails, mais on ne parle pas du fond, on ne parle pas du programme, malheureusement. Il y a quand même des émissions sur le fond. Marine Le Pen a été invitée aussi. Notamment, oui, on a bien vu sur France 2 avec M. Pujadas, qui, je pense, n'a pas été impartial lors de son interview. Pour continuer ce tour d'horizon de l'actualité, Madame Marc, il y a une percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ces derniers temps. Et puis il y a aussi sa fin de non-recevoir à une union avec Benoît Hamon. Or, selon les sondages, si on additionne les 2 scores des 2 candidats, vous seriez en capacité d'être quasiment au score de Madame Le Pen ou de Monsieur Macron. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous unissez pas? Vous préférez perdre? C'est-à-dire que pour l'instant, étant donné la loi électorale qui ne permet pas à un candidat de se désister sous peine de perdre le remboursement des élections. Donc, de toute façon, c'est trop tard pour se désister. Alors, on aurait bien voulu que M. Hamon nous rejoigne bien avant. Hein, on l'aurait accueilli les bras ouverts, hein, certainement. Bon, il ne l'a pas fait, mais maintenant, c'est trop tard. Mais ça donne un peu l'impression que vous préférez perdre plutôt que de gagner. Non, pas du tout. Enfin, nous espérons d'ailleurs être au deuxième tour. Hein, pas du tout. Nous espérons être au deuxième tour. Et d'ailleurs, la progression de Jean-Luc Mélenchon montre que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Claire Rocher, Nathalie Arthaud a redit, c'était dimanche dernier, lors de son grand meeting à Aubervilliers, qu'elle n'était pas candidate pour être présidente de la République. Alors, est-ce qu'elle ne se trompe pas de combat finalement en se présentant quand même? Ah bah écoutez, non, bien sûr que non. Moi, je voudrais revenir sur les alliances et les calculs des uns et des autres. Bon, quand on est un électeur des classes populaires, qu'on voit tout ça, bon, c'est leur calcul, c'est leur petit monde. Et non seulement on y est étranger, mais en plus, les électeurs des classes populaires, ça les dégoûte profondément, cet arrivisme, ce carriérisme. Et justement, Nathalie Arthaud, elle n'est pas du tout candidate dans cette optique-là. Elle calcule pas selon les postes qu'elle peut
avoir. Nous, on est là pour dénoncer derrière ces micmacs les vrais responsables, ceux qui tirent vraiment les ficelles. Vous savez, il y a 21 milliardaires en France qui gagnent autant que plus de 20 millions de femmes et d'hommes. Ces gens, avec leurs capitaux, avec leurs fortunes accumulées, ça leur donne un pouvoir extraordinaire. Ils font leur fortune sur notre travail, sur le travail de millions d'hommes, et on sait très bien que quel que soit le président élu, au final, il se mettra au service de ces gens. Donc justement, nous, Nathalie Arthaud, elle se présente pour dénoncer ces responsables-là et pour permettre aux travailleurs qui le souhaitent de le faire avec elle. François Asselineau a fait son premier meeting. Monsieur Gallois, c'était samedi dernier à Paris. Il en a un autre prévu en début de semaine. Il est plus présent dans les médias et il est toujours entre 0 et 0,5% dans les sondages. C'est une candidature utile ? C'est une candidature utile et vous verrez que notre score sera bien plus important que ce que disent les pseudo-sondages, parce que vous avez d'autres sondages, notamment sur Internet, qui portent sur des échantillons bien plus grands et à chaque fois on fait des scores assez extraordinaires. Ceux du CEVIPOF ont des grands échantillons. Beaucoup moins quand même. Et pour revenir effectivement à cette élection, non seulement à faire un gros score, parce que vous parliez des affaires ou même des ralliements de M. Macron, alors ça va de Robert Hue à Alain Madelin. En plus, M. Macron, il ne faut pas oublier quand même qu'il a été 4 ans au gouvernement Hollande. Finalement, c'est exactement la continuité, ce n'est pas le renouvellement. C'est François Hollande avec du maquillage et un gros régime. On ne va pas se leurrer. Et après, quand on voit les têtes, voilà, ce n'est pas des têtes nouvelles. La seule tête nouvelle à cette élection et qui propose un projet différent et qui va au fond des choses, et j'espère qu'on pourra le faire aujourd'hui, c'est évidemment François Asselineau, le candidat du Frexit. Alors justement, on va aller au fond des choses et parler de l'Europe, si vous le voulez bien. C'est un thème qui vous tient à cœur d'ailleurs, Monsieur Gallois. La plupart des candidats ont passé leur grand oral cette semaine devant les agriculteurs, les chefs d'entreprise, avec donc ce thème commun de l'Europe au centre des questions. Charles-Henri Gallois, je vais commencer par vous. C'est votre candidat qui défend le plus la sortie de l'Europe et également... je dirais que c'est même le seul, puisque, comme je disais, c'est le candidat du Frexit. En fait, pour nous, il y a un candidat du Frexit, François Asselineau, et 10 candidats qui proposent une autre Europe. Mais cette histoire d'autre Europe, il faut que vos téléspectateurs se rendent compte, ça fait 60 ans qu'on nous vend la même salade. Et pourquoi c'est impossible d'avoir une autre Europe ? Pour changer les traités, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Il faut l'unanimité des États membres, qui ont des intérêts nationaux complètement divergents sur à peu près tous les sujets. Donc quand vous dites, comme tous les autres candidats, et c'est bien gentil, je vais faire une autre Europe, c'est mentir aux Français, et on le sait. Tout le monde le sait. Et donc nous, on propose le Frexit, mais ce n'est pas seulement un projet négatif, c'est un projet très positif, puisque en faisant le Frexit, vous pouvez récupérer des sommes colossales, notamment la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'est de l'ordre de 9 milliards par an. Tout ce qui est de l'ordre des cofinancements, c'est 5 milliards par an, et aussi toute la fraude et l'évasion fiscale. Puisque ça, c'est entre 60 et 80 milliards par an. Il faut savoir que la seule façon de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est le contrôle des mouvements de capitaux qui est interdit par les traités européens. Et ça, on peut récupérer ces 60 à 80 milliards, on peut récupérer au moins 20 milliards d'euros. Donc le Frexit est évidemment la solution pour la France, et pas seulement économique, évidemment, pour reprendre notre destin et retrouver notre démocratie. Alors Claire Rocher, dans le programme de votre candidate, elle veut mettre en place les États-Unis socialistes d'Europe. Ça veut dire quoi concrètement ? Écoutez, si on parle, en parlant d'Europe, de ces institutions européennes de la bourgeoisie, elles ont été faites par la bourgeoisie européenne et pour elle. C'est des institutions qui lui ont servi à faire un marché commun, à faire en sorte que ces marchandises puissent circuler, de pouvoir implanter ces usines dans les pays où les travailleurs sont encore un peu plus écrasés. Voilà, ces institutions, elles ont servi à ça et en ce sens-là, nous, on les combat, bien sûr. Par contre, moi, je me sens... je suis européenne, on peut aller d'un bout à l'autre du continent en 4 ou 5 heures, on ne va pas mettre des frontières tous les 200 kilomètres, on va pas, c'est à l'heure des grandes nations, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, on ne va pas tout redécouper en confetti, c'est anachronique. Voilà. Et donc, oui, effectivement, nous, on est pour les États socialistes, les États-Unis socialistes d'Europe, des travailleurs, mais effectivement, c'est pas cette Europe-là. Et par contre, on est vraiment pour la suppression des frontières.
Damien Quentin, alors vous, Marine Le Pen propose un référendum dès son arrivée au pouvoir, si elle y arrive. Mais on ne comprend pas bien. Est-ce qu'elle veut complètement sortir de l'Europe, ce que visiblement ne prétend pas M. Gallois, ou est-ce qu'elle veut simplement sortir de l'euro? Est-ce qu'elle veut renégocier? Qu'est-ce qu'elle veut faire, Marine Le Pen, à ce propos? Alors le référendum n'aura pas lieu directement, comme vous le dites. Oui, ça sera 6 mois après l'élection présidentielle, après avoir négocié avec... avec certains accords avec d'autres pays. Et si on n'obtient pas d'accord, effectivement, on se remettra au peuple avec un référendum pour sortir de l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette Europe est à rebours de l'histoire. C'est une Europe en faillite qui est portée uniquement par Madame Merkel, avec un entêtement incompréhensible. Et Marine Le Pen veut rendre à la France sa souveraineté nationale avec une Europe des nations indépendantes et libres. Madame Marc, vous avez un peu le même programme que le Front National à propos de l'Europe? Non, pas exactement. En fait, il est certain que l'Europe actuelle n'est pas celle que nous voulons. L'Europe des financiers ne nous convient pas. Ce que nous voulons, c'est renégocier les traités avec comme but une harmonisation sociale, une harmonisation fiscale, pour mettre fin au dumping social et arrêter les déréglementations des services publics auxquels nous sommes très attachés. On aura l'occasion d'en reparler peut-être pour la fonction publique. Et nous souhaitons une modification du rôle de la BCE, qui pour l'instant ne prête qu'aux banques et refuse de prêter directement aux États. Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut sortir des traités européens. Il veut les négocier. Il veut renégocier les traités européens. Ce qui est impossible d'ailleurs. Ça, c'est vous qui le dites, hein, excusez-moi. Jean-Yves Paulet, alors finalement, dans cette assemblée, vous serez le seul à défendre l'Europe actuelle? Écoutez, moi je défends l'Europe parce qu'elle nous a apporté la paix sur un continent. C'est un petit détail, je sais bien, mais enfin, il faut quand même le rappeler, qu'elle nous permet de nous structurer dans un monde où il n'est pas, inutile de savoir défendre des intérêts communs face, effectivement, à des puissances émergentes comme l'Inde, la Chine ou la Russie de M. Poutine ou les États-Unis de M. Trump. Et je pense qu'on est plus fort sur le continent européen en étant ensemble qu'en étant chacun dans son coin. Je pense aussi qu'il faut prendre la main, que les citoyens prennent la main dans les institutions dont ils ont la disposition, c'est-à-dire le Parlement. Je pense que notre pays s'affaiblit quand il envoie au Parlement européen des gens qui sont contre l'Europe, parce que la voix de la France, évidemment, a peine à s'y trouver un chemin. Je pense qu'il faut travailler sur la convergence fiscale et sociale, c'est une nécessité. Je pense aussi que les pays moins développés que nous autres qui ont rejoint l'Europe profitent, c'est vrai, d'un élan économique et quand même qui bénéficie aussi à leur population. Je pense que c'est ensemble qu'on peut investir pour l'avenir et relever les défis technologiques, numériques, écologiques et énergétiques. Mais au moment où tous vos adversaires, et notamment la droite, dit que Emmanuel Macron c'est l'héritier de François Hollande, est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de continuité sur ce point-là, au moins, de la politique actuelle avec M. Macron? Il y a une continuité à ce moment-là, si vous voulez, depuis la construction européenne et Jean Monnet. Le fait d'être pour l'Europe ne signifie pas une continuité politique. D'ailleurs, cette continuité politique, c'est le dernier avatar de la campagne de M. Fillon et des adversaires d'Emmanuel Macron qui ne savent pas trop quoi dire sur un programme structuré, conçu, construit et cohérent et qui essayent de broder autour de différentes prises de position. Ça ne change rien à la chose. L'Europe sera plus forte dans le monde d'aujourd'hui que les États pris individuellement. Les agriculteurs savent très bien que sans la PAC, ils sont ruinés, que l'idée farfelue d'une politique européenne, française que défend Marine Le Pen est une catastrophe et que nous achetons et nous vendons des produits d'excellence français, nous achetons les produits d'excellence de nos partenaires et que si nous fermons les frontières, je pense que les gens de Chablis auront du mal à vendre leur vin à l'extérieur et ils savent très bien ce qu'il en est. Un tout petit mot, monsieur. Je pense que monsieur joue sur les peurs, évidemment, puisque la Suisse, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne et exporte et est ouverte sur le monde, et comme la Norvège, comme l'Islande. Donc c'est vraiment des arguments de la peur tétanisants et qui ne sont pas du niveau... Ils sont bien entourés, ces pays-là, du niveau du seuls débat. face au monde, mais bien entourés. Et l'Europe, c'est la paix, c'est évidemment un mensonge, puisque ce n'est pas la directive sur le beurre de cacahuète qui a fait la paix, c'est la dissuasion nucléaire, où il y avait d'un côté l'OTAN et de l'autre le pacte de Varsovie. Donc ce vieux message un petit peu de propagande qu'on entend n'est là encore pas une vérité, je suis désolé de le rappeler. Je voudrais qu'on en arrive à la fonction publique. Elle est très très présente dans cette campagne, avec notamment les discours de François Fillon et d'Emmanuel Macron sur la baisse du nombre d'agents nécessaires. Alors les syndicats, eux, de la fonction publique disent qu'ils en ont un peu assez d'être considérés comme un coût pour leur société, alors que les services publics sont largement plébiscités par les Français. Alors qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux 5 400 000 fonctionnaires qui représentent quand même 10% du corps électoral? Monsieur
Écoutez, les 3 fonctions publiques, hospitalière, fonction d'État et fonction publique territoriale, sont des outils de l'action publique. Ils sont en France de qualité. Et trop nombreux. C'est certain. Mais il faut privilégier les secteurs d'activité au plus proche des besoins des Français, la santé, la sécurité, la justice. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Mais il faut aussi bien constater que depuis la décentralisation, l'État central n'a pas réussi à céder réellement l'ensemble des compétences aux collectivités locales, qu'il garde la main dans un certain nombre de secteurs, qu'il y a des doublons qui sont pesants, qu'un certain nombre de compétences et de talents dans la fonction publique, notamment d'État, que je connais bien, sont employés à gérer des procédures, voire à les créer, qui ne sont pas forcément des plus simples et des plus faciles. Donc je pense qu'il est possible, effectivement, d'alléger un petit peu l'appareil de l'État dans les secteurs non prioritaires. Mais si je comprends bien, c'est à la tête de l'État, c'est pas sur le terrain. Je pense qu'il y a, et d'ailleurs ça a été dit très clairement, la fonction publique hospitalière n'est pas en cause, les fonctions régaliennes de sécurité, de défense non plus et de justice non plus. Donc nous avons effectivement, au niveau de l'administration de l'État et en particulièrement au niveau central, avec la simplification de nos procédures, une meilleure déconcentration, une décentralisation plus affirmée jusqu'au bout, y compris en matière justement de fonction publique. Je pense qu'on a les moyens effectivement d'alléger sans perturber l'efficacité. Patricia Marc. Oui, merci. Je voudrais faire le lien avec ce dont on vient de parler, l'Europe. Les traités européens nous imposent l'austérité budgétaire et donc la destruction des services publics. Et ceci est incompatible avec notre programme L'Avenir en commun, dans lequel nous mettons, il y a 83 propositions et dans lequel nous mettons en évidence les éléments la politique sociale notamment, et en matière d'éducation, en matière des services publics, nous voulons la scolarité obligatoire pour les élèves de 3 à 18 ans, le recrutement de 60 000 enseignants. En ce qui concerne l'accès aux soins. Pour moi, le candidat que je défends aussi, l'éducation et la culture. Voilà. Et en ce qui concerne l'accès aux soins, nous voulons un service de médecins généralistes, fonctionnaires d'État qui exerceront en milieu rural pour lutter contre les déserts médicaux. Et nous voulons prendre en compte aussi un point très important de notre programme, les personnes en situation de handicap avec des mesures fortes, comme augmenter l'allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC. Monsieur Quentin, pas de suppression d'effectifs pour Marine Le Pen? Non, au contraire, notamment, on va dire, pour les forces de l'ordre, une embauche de 15 000 policiers et gendarmes, afin de les recentrer sur leur activité principale, la sécurité des Français, et les décharger aussi des tâches administratives qui sont assez lourdes et qui les empêchent de faire correctement leurs fonctions. Et n'en déplaise à plusieurs de mes camarades autour de la table, un recrutement de 6 000 agents, 6 000 agents de douane, parce que nous voulons rétablir les frontières et les contrôler. Les frontières internes. Oui, tout à fait. Et vous avez également dans votre programme la suppression des conseils régionaux. C'est toujours le cas? Vous qui êtes conseiller régional, vous ne défendez pas le conseil régional? Non, c'est toujours le cas. Nous voulons supprimer. La continuité de leur action au conseil régional, il s'agit d'entraver l'action collective. C'est pas vraiment ce qu'on fait au conseil régional, monsieur. Votre femme qui siège au conseil régional pourra vous en parler. Je suis assez au courant de vos méthodes. Oui. Si elle a le temps, parce que comme elle est aussi assistante parlementaire à temps plein, je ne sais pas si elle a le temps. Vous avez un métier? Oui, mais... Eh ben alors, elle a un métier aussi. À temps plein, plus conseil régional. Vous n'y arrivez pas, oui, ça se voit un peu. Si, j'y arrive. Moi, il n'y a pas de problème, j'arrive à concilier les deux. Et je ne dis pas qu'à 4 000 €, je gagne moins que ce que je gagnais avant. Parce que nous défendons, au Front National, nous défendons le peuple et pas la banque Rothschild comme M. Macron. Et les compétences aussi, de tous, quand ils en ont. Madame Rocher, sur la fonction publique, alors vous êtes dans la fonction publique hospitalière en plus, donc j'imagine que vous souhaitez la défendre. Oui, bien sûr, je la défends et ce sont des embauches qu'il faut. Quand on les écoute tous, là, c'est comme si la fonction publique, c'était un coût insupportable et qu'on était tous des affreux privilégiés. Bah, écoutez, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on en vit. Mais ce qu'on en vit, nous, à l'hôpital, donc moi-même, je suis infirmière, on nous rappelle à 23h, à 2h, à 4h du matin pour venir travailler à 6h30 parce qu'il manque quelqu'un. On est en sous-effectif en permanence, on entasse 3 patients dans une chambre pour 2 alors qu'il n'y a même pas, il y a que 2 prises d'oxygène, il n'y a que 2 sonnettes pour appeler au secours en cardiologie. Et donc ça, c'est ce qu'on vit, ça c'est ce que vit la fonction publique. Et donc moi, je suis révoltée parce que en plus, ça n'est pas une question de manque d'argent. Je tiens à le dire. On nous raconte qu'il n'y a plus d'argent ou que l'Europe dit ceci ou etc. Mais tout ça, c'est pour faire diversion. La vraie réalité, en fait, c'est que les hôpitaux, ils ont été contraints de s'endetter, ils ont été mis sous la dépendance
l'indépendance des banques et maintenant c'est elles qui dictent leur politique. Et moi je pense qu'il va falloir qu'on se batte collectivement contre cette évolution. Que dit François Asselineau à ce propos, M. Gallois? Alors François Asselineau, il rappelle l'article 5 de la Constitution qui est que le président de la République est garant de l'indépendance nationale, mais aussi de l'intégrité du territoire. Et quand on parle des fonctionnaires, il y a évidemment, et là je pense aux zones rurales et je pense aussi à nos compatriotes d'outre-mer, il y a évidemment des carences énormes à ce niveau-là. Et Madame à ma droite a clairement raison, il y a évidemment le cadre des traités européens qui impose cela, non seulement d'un point de vue austéritaire, mais aussi l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule que quasiment l'intégralité des services publics doivent être privatisés et mis en concurrence. Donc on ne peut pas faire des grands discours, etc., dire qu'on veut sauver la fonction publique et dans le même temps dire qu'on va rester dans l'Union européenne. Et nous, justement, c'est un des points, d'ailleurs, pour lequel nous voulons le Frexit, c'est pour sauver nos services publics, que ce soit, comme je l'ai dit, en zone rurale, ou notamment dans l'outre-mer qui est honteusement délaissé alors que normalement c'est un des rôles majeurs du président de la République. On l'a vu avec la Guyane cette semaine. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais faire référence à Oura33 qui nous a laissé cette question sur notre site internet. Y a-t-il un politicien capable de nous faire sortir de l'angoisse permanente qui pèse sur la France? Alors voilà, en guise de conclusion, dites-nous pourquoi on aurait raison de voter pour votre candidat. Monsieur Quentin, par exemple? Allez. Moi, j'invite tous les patriotes de France à rejoindre Marine Le Pen, ainsi qu'aux indécis à lire les 144 engagements de campagne, parce qu'aujourd'hui, le choix du 23 avril et du 7 mai est un choix de civilisation, et il engagera aussi nos enfants pour plus tard. Donc il faut vraiment mettre à la tête de l'État, à la tête du pays, une femme qui pourra s'opposer aux puissances financières, à Bruxelles, et qui donnera à la France sa liberté et qui écoutera de nouveau le peuple. Parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nos politiciens n'écoutent pas le peuple, n'écoutent plus personne et ne font que pour leur intérêt. Madame Rocher, pourquoi voterait-on pour Madame Arthaud? Moi, ce que je tiens à dire, c'est que pour l'Europe comme pour la France, le problème, c'est la domination des capitalistes et de la finance. Et les travailleurs, ils ne seront pas protégés de ça par des frontières. Ils ne seront pas protégés de ça non plus par un président de la République. Ils seront protégés que quand ils se battront. Et c'est fondamental que dans cette campagne-là, les travailleurs comme moi, ils puissent faire entendre leurs intérêts réels. Le droit d'avoir une vie décente et pour ça, de ne pas avoir de salaire inférieur à 1 800 €. Le droit de ne pas dépendre des desiderata des patrons et l'interdiction des licenciements, le droit de ne pas se retrouver dans la misère pour des calculs financiers. Et ça, ils peuvent l'affirmer en votant pour Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle. Merci. Monsieur Gallois, quel intérêt de voter pour M. Asselineau dans cette élection? Quand vous votez pour M. Asselineau, vous votez non seulement pour des avantages considérables sur le plan économique au niveau du Frexit, d'ailleurs des avantages, on n'a pas eu le temps d'en parler, énormes, d'un point de vue de la sortie de l'euro. Donc j'ai envie de dire à nos compatriotes de ne pas avoir peur et de voter pour le candidat du Frexit, justement pour retrouver notre démocratie et tout simplement notre choix et notre liberté. Les Français se rendent compte qu'ils votent à gauche ou qu'ils votent à droite, ils ont exactement la même politique qui est celle qui est décidée par une entité supranationale non élue et non légitime. Donc j'invite tous les Français tout simplement à sauver notre pays, à sauver ce qu'est la France, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour l'avenir de votre pays. Jean-Yves Collet, pourquoi voter pour Emmanuel Macron? Écoutez, je pense que c'est le candidat dont le projet répond le mieux à la question que vous avez évoquée d'un internaute nous demandant qui est-ce qui va nous faire sortir de cette angoisse permanente. Je pense que le programme d'Emmanuel Macron propose justement à chacun de retrouver une part des clés de l'avenir collectif, d'être des acteurs de l'avenir de la France. C'est un projet émancipateur, c'est un projet protecteur, une juste protection, une libération des énergies qui fasse des Françaises et des Français des acteurs de leur avenir, de nos territoires, des partis de la République, qui soient portés là aussi vers le projet de relever les défis de demain, de faire une France forte dans une Europe ouverte et de faire une France où on est fier d'être Français parce qu'on retrouve le chemin de l'avenir, on en est responsable, on est libre et on est solidaire.
Madame Patricia Oui, bien, Marc, pour avec Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi voter pour Jean-Luc Mélenchon? Alors pourquoi voter pour Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on peut tourner la page de l'austérité. Et le point phare de son programme, c'est un nouveau partage des richesses. Le SMIC à 1326 € net, c'est Mélenchon. La pension de retraite au niveau du SMIC, c'est Mélenchon. La retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est Mélenchon. Le remboursement à 100% des soins de santé, c'est Mélenchon. Une allocation de 800 € pour les étudiants de 18 à 25 ans, c'est Mélenchon. La France est un pays riche, on le voit avec les dividendes qui ont été versés en 2016 aux actionnaires, près de 57 milliards d'euros. Donc c'est pour cela qu'il faut voter Jean-Luc Mélenchon pour rétablir les équilibres. Un petit mot de tous. C'est encore jouable. Il y a encore un suspense dans cette présidentielle parce qu'on voit que les Français sont encore très indécis. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus? Forcément, il y a des indécis. Ça peut se comprendre qu'il y ait des indécis parce que d'un côté, les socialistes ont trahi la gauche, hein, et puis de l'autre côté, vous avez la droite qui est écœurée par les affaires. Et ceci dit, Jean-Luc Mélenchon, je tiens à le dire Jean-Luc Mélenchon n'est pas concerné par ces affaires. Il n'est pas convoqué par les juges. Donc c'est la personne pour laquelle il faut voter. Très court, Monsieur Asselineau. Gallois, pardon. On voit que l'abstention s'annonce énorme et je pense que François Asselineau, de par son projet rassembleur au-delà du clivage gauche-droite, est la seule nouvelle tête, j'insiste à cette élection, peut rassembler tous ces abstentionnistes sur sa candidature. Monsieur Contat, ça vous inquiète cette abstention ou au contraire ça peut vous favoriser? Non, l'abstention nous inquiète bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir si des millions de personnes ne vont pas aux urnes. Et on sait qu'on dispose d'un gros réservoir de voix chez ces abstentionnistes et on va les mobiliser pour être en tête le soir du premier tour et remporter l'élection le 7 mai. Même objectif, j'imagine, pour vous? Rien n'est jamais gagné. Une campagne se termine quand elle est finie. Ça n'est pas le cas. Nous avons à convaincre. Emmanuel Macron porte un projet. Il ouvre une nouvelle porte pour l'avenir et ça me paraît de nature à faire venir aux urnes tous les concitoyens. Fran Brochet. Je m'adresse aux travailleurs pour leur dire que le seul enjeu pour eux, c'est de faire entendre leur camp et leurs intérêts et de prendre conscience qu'ils ont les moyens de se défendre parce qu'on va être attaqué et donc on se présente pour défendre un programme de combat. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez revoir ce débat bien sûr sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Tout de suite, place à l'info régionale avec Claire Pin et avec ce terrible accident qui a eu lieu cette nuit en Saône-et-Loire. Dimanche en politique continue juste après. Francis Letellier reçoit Nadine Morano et Thierry Mandon. Bon appétit et bon dimanche à tous. Mercredi sur France 3.